tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Lydia Morlaïdara, je suis la directrice de l'Institut Droit et Santé. Et à ce titre, eh bien, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel entretien Droit et Santé. Je vous remercie de nous avoir rejoints en distanciel ou en présentiel pour les personnes qui sont dans cette salle. Et merci donc d'être avec nous pour évoquer ce sujet sensible des dérives sectaires en santé. Alors, pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Chantal Gatignol. Et vraiment, je vous remercie pour le bon accueil que vous nous avez fait dès notre première sollicitation. Ça a été un grand oui tout de suite et je vous remercie pour cela. Merci aussi pour votre disponibilité ce soir. Nous vous avons sollicité sur cette thématique puisqu'en effet, vous êtes conseillère santé à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes. Et comme vous allez nous le montrer, eh bien, la santé n'est absolument pas épargnée par toutes ces tendances actuelles des dérives sectaires. Et j'ai envie de dire malheureusement bien au contraire, puisque les patients, les victimes sont potentiellement des cibles fragiles, influençables et donc à ce titre-là particulièrement concernés par cette problématique. Alors on le sait, cette thématique est sous le feu de l'actualité. Ça a été un petit peu médiatisé cet été par notamment la polémique autour de la plateforme Doctolib qui avait accepté de référencer des naturopathes, certains aux pratiques très douteuses. Alors Doctolib s'est défendu en disant que ça ne représentait que 0,3% des rendez-vous. Et j'ai vu qu'ils avaient, en octobre dernier, là, annoncé qu'ils prenaient la décision de complètement déréférencer toutes les professions non réglementées et qu'ils allaient s'assurer de mieux vérifier les fiches d'identité de présentation des professionnels. Donc, on est bien d'accord que là, on est plutôt sur du charlatanisme probablement que sur de véritables risques de dérive sectaire, mais le risque est là, présent. Mais sur ces questions, Madame Gatignol vous parlera mieux que moi de tous ces sujets. Je ne vais pas parler longtemps puisqu'en fait, nous avons une autre invitée ce soir en parallèle puisque je vais commencer par céder la parole à Laurence Varin. Je vais rapprocher tout à l'heure l'écran pour que vous la voyez mieux. Laurence Varin est en fait jeune docteur de l'Institut Droit et Santé. Elle a consacré sa thèse à l'approche santé dans toutes les politiques et ce qui va lui permettre de nous proposer une vision globale et généraliste des politiques de santé dans cette logique qu'on connaît aujourd'hui de la logique One Health. Et je suis heureuse aujourd'hui que soit mise à l'honneur une des doctorantes les plus mobilisées et investies au sein de l'Institut Droit et Santé. Et donc, je lui cède de suite la parole pour qu'elle nous offre son éclairage sur le sujet. Merci. Bonsoir à tous. Donc, Laurence Varin, docteur en droit public de l'Institut Droit et Santé. Donc, comme vous le disiez, j'ai fait une thèse sur la santé dans toutes les politiques. Donc, je remercie tout d'abord Madame Lydia Morlaïdara pour le rôle qu'elle me donne dans cet entretien de droit et santé ce soir et Madame Gatignol pour avoir accepté de venir nous parler de son travail ce soir. Donc là, je vais vous proposer une petite introduction d'une dizaine de minutes sur la santé et l'interministérialité en France, donc en lien avec la question des dérives sectaires, avant de passer la parole à Madame Gatignol. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que l'entretien droit et santé va être enregistré, pour qu'ensuite il soit disponible pour le revisionner sur le site de l'Institut Droit et Santé a posteriori. Et on trouvera d'ailleurs aussi les slides que Madame Gatignol va nous présenter juste après. Donc, les personnes qui peuvent poser des questions via Zoom notamment ou dans la salle seront aussi enregistrées. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions et voilà, au cours de l'intervention de Madame Gatignol, on prendra les questions au fil de l'eau. Voilà, donc la dérive sectaire en matière de santé est une question par définition sanitaire, mais également intersectorielle, interdisciplinaire. Auparavant, du ressort du Premier ministre, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires illustre la richesse et la complexité des problématiques qui ne peuvent pas être traitées par un seul secteur, mais par justement une combinaison de différentes politiques. Donc, ces questions appellent une réflexion éclairée par divers intérêts
qui posent tous la question de la protection de l'intérêt général. Donc la Miviludes, dont on parlera juste après, relève donc désormais du ministère de l'Intérieur. En ce qui concerne les activités de la Miviludes, la santé, la protection de la santé n'est pas cantonnée au seul secteur des soins. En effet, on envisage plutôt la santé dans le cadre de la Miviludes de façon holistique, donc c'est-à-dire l'état de santé général, le bien-être, la santé qui peut être physique ou mentale, et même les personnes, qu'elles soient malades ou non, en fait. Voilà, la santé est abordée aux côtés d'autres enjeux, que ce soit la sécurité, la protection de la jeunesse, l'économie, les finances, etc. Tous rassemblés au profit d'un seul enjeu, la dérive sectaire. Donc, cette façon dont la dérive sectaire est prise en compte par justement les responsables politiques en France est tout à fait cohérente avec le constat qu'a fait la France et qu'ont fait beaucoup d'autres pays sur justement le fait que la santé est un sujet donc qui traverse toutes les politiques publiques et n'est pas seulement du ressort du secteur médical. Et donc, c'est justement cette approche qu'on appelle la santé dans toutes les politiques qui résume un peu cette idée, même si c'est, je trouve, formé de façon un petit peu maladroite, la santé dans toutes les politiques. Donc, en 2013, les États membres de l'OMS ont d'ailleurs bien défini ce que c'est que cette approche. Donc, la santé dans toutes les politiques, c'est une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires de toutes les décisions, qui recherche des synergies et qui évite les conséquences néfastes pour la santé afin justement d'améliorer la santé et l'équité en santé. Donc effectivement, on le sait, pour être en bonne santé, l'acquisition d'aptitudes individuelles permettant donc de faire face à toutes les épreuves de la vie, et même donc, les traumatismes, les maladies, etc., suppose justement des efforts dans tous les aspects de la vie, dans le milieu scolaire, communautaire, professionnel, même du côté des instituts, des associations bénévoles, les institutions publiques également. Voilà, donc comme d'ailleurs les États membres de l'OMS l'ont souvent répété, notamment dans la charte d'Ottawa qui est assez connue en la matière, la santé est engendrée et vécue dans les divers contextes de la vie quotidienne, là où l'individu s'instruit, travaille, se délasse ou se laisse aller à manifester ses sentiments. Donc, pour être plus concret, il y a plein d'exemples de cas où lorsqu'on met en œuvre une politique, par exemple, favorable à la santé, il y aura un impact positif dans un autre secteur. Par exemple, favoriser le cyclisme en ville va être à la fois favorable à l'état de santé de la population urbaine, mais aura aussi un impact sur la qualité de l'air, ce qui répond aussi à des exigences environnementales. Inversement, il y a des cas où il y a des thématiques, des problèmes, des enjeux qui vont impacter de façon néfaste divers secteurs, par exemple la drogue. On sait que ça a un impact très, très important sur l'économie, sur le système de santé et le système judiciaire. Et c'est exactement le même concept, le même problème avec la dérive sectaire. Voilà, donc élaborer des politiques qui sont favorables à la santé et de façon comme ça transversale, donc est un enjeu très complexe. En France, on voit qu'il y a des difficultés, mais aussi vraiment une volonté d'effort, notamment dernièrement. Donc, je vais juste vous donner deux grands axes par rapport à ça. D'ailleurs, on l'a vu avec la crise du Covid, hein, un problème de santé a une capacité à impacter de façon extrêmement importante tous les aspects de la vie en société. Et c'est bien ça le problème, de trouver un équilibre entre les différents enjeux et les intérêts qui sont a priori divergents. Donc, en ce qui concerne les difficultés de l'interministérialité, en ce qui concerne la santé en France, je peux vous donner deux exemples. Alors, on a mis en place en 2014 par décret ce qu'on appelle le comité interministériel pour la santé. Donc, c'est déjà une très bonne avancée parce que l'idée, c'était justement de prendre en compte la santé dans toutes les politiques publiques en France. Donc, justement, d'essayer de mettre en place cette fameuse santé dans toutes les politiques. Cependant, on voit quand même que ce comité interministériel pour la santé, qui est censé justement mobiliser un haut fonctionnaire de chaque administration, de chaque ministère, pour réfléchir sur la façon dont la santé
est prise en compte, eh bien, ils souffrent quand même d'un manque de moyens financiers, humains, d'un manque de visibilité et bien sûr une mobilisation très faible. On l'a vu pendant la crise sanitaire du Covid, le comité interministériel pour la santé n'a pas été mobilisé du tout. Deuxième petit élément par rapport à des difficultés, ce qui concerne la lutte contre les inégalités sociales de santé. Donc, l'inspection générale des affaires sociales parle beaucoup de cette question des inégalités sociales de santé et a montré à plusieurs reprises en quoi, justement, le fait que ce soit une question interdisciplinaire qui mobilise normalement plusieurs ministères, c'est extrêmement compliqué, justement, pour pouvoir avancer dans ce secteur et coordonner, justement, différentes politiques publiques. Donc, pour finir avec justement par rapport à tout ça, il y a vraiment une volonté de progresser, notamment avec la loi du 26 janvier 2007, donc la loi de santé bien connue, qui désormais donc inscrit dans le code de la santé publique le fait que les actions de promotion de la santé sont normalement fondées sur une concertation et une coordination de l'ensemble des politiques publiques. Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique donc a rendu un rapport sur le plan priorité prévention, donc le plan national de santé publique, où il souligne que justement ce plan d'ailleurs a été mis en place par le comité interministériel pour la santé en 2018. Il souligne que ce plan est porté par le Premier ministre, ce qui est très significatif pour une approche interministérielle pour la santé. Voilà, donc il y a aussi évidemment d'autres réunions qui ont lieu, des réunions interministérielles qui ont lieu en dehors du comité interministériel pour la santé, notamment au sein du CORUS, responsable des urgences et des alertes sanitaires et sociales, ou alors aussi dans le cadre de la mise en place des plans intersectoriels pour la santé, par exemple le PLMS, le PMSE. Donc, je finirai avec deux petites remarques. En 2018, il y a eu une proposition de loi sur l'avenir de la santé, donc qui a été déposée par les députés de l'opposition et qui a été rejetée, mais qui comptait en tout cas un aspect intéressant, c'était que l'Agence Santé publique France soit désormais sous l'autorité du Premier ministre, justement pour lui conférer ce caractère interministériel et qu'elle ait en fait une vision beaucoup plus englobante pour son action et puis aussi l'évaluation et les résultats de son action. Voilà, une dernière chose, encore une fois, pour revenir à l'inspection générale des affaires sociales, elle considère que il est vrai que pour agir de façon transversale sur les questions telles que les dérives sectaires ou d'autres questions de santé transversales, le risque, c'est que les moyens soient disséminés, voire dispersés, justement au sein de différentes agences, différentes administrations, qui est un problème de lisibilité et de cohérence. Mais je pense qu'au contraire, cette dispersion peut être un atout, mais là est toute la difficulté de trouver une bonne coordination. Voilà, la parole à Madame Gatignol. Peut-être réagir, merci d'abord. Peut-être réagir justement, Madame Gatignol, est-ce que vous avez, comment se fait-il que, en ce qui concerne la Miviludes, vous étiez interministériel avant, donc complètement dans cette approche pluridisciplinaire et transversale de la santé, et ce qui a justifié qu'aujourd'hui vous êtes rattaché à un seul ministère? Première question, et au regard de ce que vient de dire Laurence Varin, est-ce que vous avez affaire à ce comité interministériel pour la santé? Alors en fait, notre rattachement récent, donc récent, mais qui date de juillet 2020, donc qui date d'un peu plus de 2 ans auprès du ministère de l'Intérieur, ne change rien je dirais, à la gestion interministérielle des activités de notre service, de notre mission. Ça a un impact sur l'organisation, mais en tant que telle, la mission reste interministérielle de fait, par nature, parce que déjà commencer par là, parce que l'équipe qui est une petite équipe restreinte, limitée à une dizaine de personnes, mais dont 7 conseillers qui traitons au quotidien des affaires, des situations de dérive sectaire. Ces 7 conseillers émanent de différents ministères. Comme c'est le cas, vous avez cité la lutte contre les drogues et les conduites addictives, comme c'est le cas pour la MILDECA. C'est-à-dire que nous sommes, en l'occurrence, au sein de la Miviludes, dans le champ de la santé, nous sommes 2 conseillers fonctionnaires du ministère de la Santé et mis à disposition de cette mission. Il y a
un fonctionnaire de la justice, deux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, un fonctionnaire des ministères des Affaires économiques, enfin de Bercy, au sens large, un fonctionnaire de l'éducation nationale. Donc, vous voyez, c'est tout un. Les ministères sont bien représentés au sein de notre mission et elles ne pourraient pas fonctionner autrement qu'en interministériel puisque nos moyens d'action reposent sur la coopération avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels et préférentiellement ceux que je vous ai cités, justice, santé, intérieur, affaires économiques, travail, mais éducation nationale, bien évidemment. Mais elle ne pourrait pas se faire sans. Donc ça, le positionnement de cette mission qui a fait l'objet de beaucoup de débats, de controverses il y a 2 ans dans l'actualité, et je dirais est clos puisque la mission reste interministérielle par essence. D'accord. Je vais peut-être lancer votre diaporama pour que voilà, on puisse. Alors, effectivement, nous n'avons, pour répondre à votre seconde question, Oui, nous n'avons pas de relation, à ma connaissance, avec le comité interministériel sur la santé, effectivement, et pourquoi pas, enfin, effectivement, voilà. Mais pour continuer sur le registre de cette nécessaire interministérialité, de cette composition de notre équipe et de cette approche pluridisciplinaire en fait et et prise en charge pluridisciplinaire des situations, c'est vous allez voir que ces situations sont complexes et il est toujours difficile et sensible de différencier ce qui relève de la dérive sectaire, de ce qui relève d'une simple dérive thérapeutique quand c'est dans le champ de la santé ou bien d'une simple infraction, quelque code que ce soit. Et donc, il est important pour nous de pouvoir croiser les regards et d'avoir une vision à 180, voire à 360 degrés pour essayer d'apprécier au mieux de pouvoir caractériser la situation et d'en apprécier aussi les risques et les dangers. Voilà. Je vous laisse si vous voulez lancer. Oui. Donc, je vais vous présenter rapidement la Miviludes, qui nous sommes et ce que nous faisons, et je ferai un focus plus particulier sur la santé, et enfin, je terminerai par un petit peu l'aide au repérage et les critères et les conduites à tenir en quelque sorte. Donc là, il faut savoir que la Miviludes, c'est une institution originale, certains diront même exceptionnelle, enfin unique dans le monde. Il n'y a pas d'autres États qui disposent d'un service dédié et mis à disposition du citoyen. Ça, c'est aussi une marque de fabrique très particulière. Nous sommes sans doute un des rares services publics à être en contact direct avec nos concitoyens, direct par le biais de notre site internet. Je vous exposerai un petit peu plus tard. Et donc, toute personne, toute institution qui nous interpelle est nécessairement, dans 99% des cas, est contacté à une relation téléphonique, en tous les cas, en direct avec un agent de conseiller de chez nous. Voilà. Donc, c'est une institution originale par son objet, qui est cette notion de dérive sectaire et de protection des libertés individuelles. Et c'est pour ça que je vous parlais de cette ligne de crête, de ce juste équilibre à trouver entre apprécier ce qui relève de l'emprise mentale qui caractérise la notion de dérive sectaire, de ce qui relève de la liberté de l'individu de choisir à la fois en son âme et conscience, mais avec toute sa formation qui est à sa disposition pour avoir un consentement, pour pouvoir donner un consentement éclairé de son choix.
Par son positionnement, donc elle a rejoint donc le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui siège auprès du ministère de l'Intérieur, et donc par la pluralité de ses missions que je vais vous détailler par la suite. Mais je voudrais tout d'abord revenir sur cette notion de dérive sectaire, puisque c'est vraiment le thème de cet entretien. Cette notion de dérive sectaire, la définition portée par la Miviludes, et qu'elle correspond à un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion, qui porte atteinte aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes, à l'ordre public aussi, aux lois ou aux règlements. Et cette notion de dévoiement de liberté de pensée est importante, et c'est toute je dirais la susceptibilité, enfin la sensibilité du sujet, c'est de pouvoir caractériser ce dévoiement de liberté de pensée. Jusqu'où, quand la personne est-elle libre ou non de porter un choix qui lui est propre, en toute connaissance de cause. Et ce dévoiement donc cette notion, ce dévoiement de liberté de pensée, en fait, finalement, se caractérise par la mise en œuvre de pression, de techniques de suggestion, qu'elles soient physiques ou psychologiques, pour orchestrer par soit un groupe organisé, soit par un individu, une personne isolée, quelle que soit la nature, le sujet, je dirais, de l'activité. Mais ce sont des techniques qui visent à affaiblir, donc à assujettir la personne dans le but de la maintenir en cet état de suggestion, de soumission et de perte de discernement qui la prive de son libre arbitre et qui a des conséquences, les et sont importants chaque fois, qui a des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage et ou pour la société également. Je me permets de vous couper, oui. Comme ça va peut-être inciter les autres à le faire aussi. Est-ce qu'il y a toujours question d'argent forcément ou pas du tout? C'est un des critères, mais ça veut pas. C'est un des critères, mais c'est quand même un critère qui revient très souvent. Mais il y a ce qu'on appelle les gourous ou prédateurs, prédatrices. Ils ont trois moteurs essentiels quand même, qui sont l'argent, le sexe et l'abus de pouvoir, en quelque sorte, cette jouissance d'avoir la main sur la vie de d'autrui. C'est vraiment l'image du marionnettiste avec sa marionnette. Voilà, c'est ça. Et parfois, il n'y a que ça, que cette ivresse du pouvoir sur l'autre. Donc, comme je vous le disais, la frontière est ténue entre un certain nombre d'infractions, vol, escroquerie, abus de confiance, une fraude, et un état une situation de dérive sectaire caractérisée par une emprise mentale, donc une suggestion d'un individu ou d'un groupe sur l'autre. Donc cette déstabilisation mentale, cette emprise mentale, elle s'accompagne très souvent, vraiment très souvent, de rupture avec l'environnement familial et social et ou professionnel, enfin, social dans son ensemble. Et ça fait partie des techniques des prédateurs, en fait, hein, d'isoler. C'est une technique de chasse, en fait, hein, c'est isoler sa proie pour mieux l'enfermer, l'entourer et l'avoir à sa main. Elle s'accompagne d'atteintes souvent à l'intégrité physique ou psychique. C'est pour ça que je parlais de sexe, d'abus sexuels ou de viol parfois, enfin, là. De principes éducatifs qui conduisent à l'embrigadement des enfants, notamment les enfants qui sont élevés dans une famille elle-même déjà engagée, où les parents sont déjà engagés dans un mouvement, d'un discours antisocial.
on a pu le retrouver ces 2 dernières années là, sur ces mouvements, ces groupes complotistes qui dénoncent vraiment l'ordre social établi pour refaire une société, ce qui n'est pas critiquable en soi, mais c'est la façon c'est à la fois aussi, c'est fait de façon très totalitaire, en fait. Et ça s'accompagne d'exigences financières et parfois accompagné de fraude, d'évasion fiscale, de détournement économique au profit, en principe, d'une seule et même personne, des dirigeants du groupe, et de troubles à l'ordre public, effectivement, auxquels peuvent s'ajouter effectivement, des démêlés judiciaires, des tentatives d'infiltration. Et tout ceci nous donne des indicateurs en fait opérationnels pour essayer de décrypter dans une situation qui nous est présentée, et chaque situation finalement est un cas particulier, pour essayer de discerner une situation de dérive sectaire, d'emprise mentale, d'une situation d'infraction autre. L'organigramme, vous le trouverez, mais voilà, je vous ai rapidement en avant-propos décrit l'équipe, donc 7 conseillers, et nous avons à la tête donc le préfet Christian Gravel, qui est le secrétaire général du CIPDR, donc du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui est de fait notre président, et avec une responsable de la mission, qui est magistrate, Madame Hélène Romdan, et puis une équipe et les moyens qui sont dédiés, les moyens généraux du CIPDR, du coup, qui viennent renforcer la Mivilude. Nous ne travaillons pas seuls, la Mivilude, il faut savoir que la Mivilude n'a pas de pouvoir d'enquête en propre, donc notre premier rôle, c'est d'analyser et d'évaluer la situation qui nous est présentée, et après, en fonction des résultats de cette évaluation, eh bien, de saisir les services compétents qui, eux, ont une capacité et un pouvoir d'enquête. Donc, c'est absolument l'ensemble des services de l'État, l'ensemble des services des préfectures, les services de sécurité, bien évidemment, le renseignement territorial, les services déconcentrés tels que les directions départementales de la cohésion sociale ou de la protection de la population, les parquets, lorsque le signalement, la situation est suffisamment grave, nous pouvons de nous-mêmes alerter le procureur de la République par un article 40 du Code de procédure pénale. Mais nous pouvons alerter les autorités aussi, donc rectorat, inspection académique, de la protection de l'enfance. Concernant la santé, les agences régionales de santé, en dehors des directions générales du ministère en charge de la santé, comme la direction générale de la santé ou de l'organisation des soins, les partenaires professionnels, l'ensemble des ordres des professions de santé, des services qui sont aussi un peu plus spécialisés sur notre sujet et qui ont une compétence nationale, comme la KEMAD ou l'OCLAES ou les services, le service central de renseignement, le SCRC, des services d'enquête financière. Et puis, en dehors de ces partenaires, je dirais, institutionnels et professionnels, nous avons des partenaires associatifs qui sont un relais important, parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes une petite structure de quelques personnes, et donc face aux quelques milliers de demandes, eh bien certaines personnes, certaines victimes ont besoin d'un appui de proximité, et l'ensemble de ces associations qui sont plus spécialisées sur la défense de la victime de dérive sectaire, comme l'UNADFI et son réseau des ADFI, le CCMM qui a aussi une couverture nationale, le CAFES qui est plutôt dans la région des Hauts-de-France, le GNP plutôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association Alerte Faux Souvenirs Induits qui est sur une thématique plus particulière de cas de dérive sectaire, le Centre de lutte de prévention
du sectarisme qui plutôt s'occupe de la région Grand Est. Voilà, donc on a tout un tissu associatif, tout un réseau associatif qui vient nous aider, conforter pour l'accompagnement des personnes victimes ou des co-victimes, c'est-à-dire des personnes qui voient un membre de leur entourage en prise avec une personne sectaire. Donc, il y a un certain nombre en fonction de ces atteintes, de ces atteintes à la personne, ou aux lois ou à la sécurité publique, il y a un certain nombre d'infractions qui peuvent être relevées. L'ensemble, la majorité d'entre elles relèvent du droit commun, à l'exception de la première infraction citée, qui est l'article 223-15-2 du Code pénal, qui nous vient de la loi Abou-Picard, un sénateur et un député qui ont créé cette infraction, qui ont proposé en fait au Parlement cette infraction plus caractéristique de la dérive sectaire, qui est l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique, résultant de vous retrouver les termes de la définition de la dérive sectaire, de pression grave ou réitérée, de technique propre à altérer son jugement pour le conduire à des actes ou à des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables. C'est un article auquel nous avons un petit peu plus recours qu'auparavant, même s'il est difficile pour la justice, bien évidemment, de recueillir tous les éléments matériels de preuve pouvant objectiver principalement d'un état d'emprise mentale. C'est ça qui est le plus compliqué. Et enfin, nos missions, qui sont toujours dans notre arrêté de création de 2002, sont au nombre de 4, 5, qu'on peut regrouper. Mission d'observation et d'analyse du phénomène sectaire que nous pouvons mener alors de façon peut-être un peu sommaire, mais sur la base des signalements qui nous parviennent. Nous avons une action importante donc de coordination de l'action répressive et préventive des pouvoirs publics, donc par notre action et notre transmission, nos saisies de différents services concernés. Une mission d'information du public sur les risques, principalement par le biais de notre site internet et quelquefois par des interventions dirigées vers le grand public, comme ce soir, je pensais. Et de la même manière, nous menons des actions de sensibilisation et d'information des agents publics et des services de l'État pour que lors de la coordination d'actions, lorsque nous les saisissons, ils puissent être à même d'entendre et de réagir sur les faits que nous leur transmettons, sur les situations que nous leur transmettons. Voilà. Et enfin, c'est l'accueil, l'écoute, les actions d'aide auprès des victimes. Après l'écoute, nous les accompagnons, nous les orientons et nous développons pour ce faire donc ce partenariat avec les associations spécialisées ressources que je vous ai présentées. On a une question. Je vous en prie. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée du nombre de signalements que vous recevez? Mais j'y viens juste après. Juste après. Donc, pour terminer cette première partie, c'est quelque chose, c'est un univers un peu diffus, un peu gazeux, si je reprends les derniers termes du rapport d'activité qui a été diffusé en ce début des mois et qui a bénéficié d'une bonne couverture médiatique. Oui, c'est-à-dire que ce sont il reste toujours les mouvements, je dirais, bien connus et historiques, mais il y a eu au cours des dernières années, et peut-être encore aggravé par le confinement et la pandémie que nous avons eu à connaître, donc une multiplicité de micro-groupes, d'individus isolés qui peuvent en même temps être en réseau, donc partager en fait leurs victimes, leur public, à quel point de vue on se place, et qui vont exploiter ces diverses fragilités, vulnérabilités, souvent temporaires, de tout à chacun,
parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que les accidents de la vie arrivent pour tout le monde. Chômage, maladie, anxiété, stress, et Dieu sait si la crise sanitaire a été particulièrement anxiogène pour nous tous. Voilà, ça vient faire le lit un peu de tous ces micro-groupes et individus qui offrent en fait, parce que ils existent par une offre. Donc aussi bien dans le domaine de la santé, du bien-être, de la formation professionnelle, y compris pour de la reconversion professionnelle. Lorsqu'on s'interroge comme ça, il y a eu beaucoup d'interrogations pendant ce temps de crise sanitaire et ce longtemps de confinement où on remet en question son métier, le sens de sa vie, y compris de sa vie professionnelle aussi. Donc, elle vient percuter beaucoup de secteurs. Et ce développement a été favorisé par la caisse de résonance de la toile, des réseaux sociaux, voilà, bien évidemment. Et donc, pour répondre à votre questionnement, là, ce sont les chiffres de 2020 où nous avions atteint déjà, on était sur une base de 2000 demandes, questionnements par an depuis quelques années. Et là, en 2020, nous avons commencé à avoir une nette progression à 3000, avec plus de 600 situations préoccupantes, plus de 150 enquêtes en cours. Et vous voyez que le carré violet, ça concerne le domaine de la santé et du bien-être, hein, avec l'offre de pratiques de soins non conventionnelles, donc des médecines entre guillemets, mais je n'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'il y a une médecine et nous sommes dans les lieux mêmes de l'enseignement de la médecine ici. Et puis il y a des pratiques de soins complémentaires, alternatives, qui peuvent venir en complément, améliorer la qualité de vie du patient, etc., mais qui peuvent aussi présenter d'une façon un peu plus exclusive, mettre en danger la santé, donc la vie de la personne. Pardon, est-ce Oui, que je vous en prie. en matière de santé, peut-être que vous allez le dire, donc si c'est le cas, je retire ma question. Qui est à l'origine des signalements? Est-ce que c'est la famille? Est-ce qu'on a les professionnels de santé eux-mêmes? Est-ce que le médecin traitant? Alors, beaucoup de personnes, de nos concitoyens, majoritairement, quelques institutions, des professionnels aussi, mais majoritairement, ce sont des années 85-90% des concitoyens. Et souvent, Mais qui saisissent eux-mêmes se sentant… souvent, je dirais plutôt, alors je n'ai pas de chiffres là à vous donner, hein, mais plutôt des accompagnants en fait, Ouais. des co-victimes, on pourrait les appeler, hein, qui s'inquiètent pour leurs proches, et quelquefois des victimes qui ont réalisé que ça n'allait plus et que ça ne leur convenait plus, en tous les cas, le chemin qu'elles avaient choisi. Voilà. Et donc extrait de notre dernier rapport d'activité, donc là, un bon encore, plus de 4000 demandes en 2021, 335 situations d'urgence, 2000 personnes sensibilisées, ça c'est le fruit de nos actions de sensibilisation, de formation, de sensibilisation. 20 signalements, voyez, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, donc directement adressés au procureur de la République, territorialement compétent, et 5 informations préoccupantes concernant des enfants, des mineurs. Voilà ce premier panel. Il me reste encore un petit peu plus. Donc sur le deuxième temps, c'est donc un focus. Oui, je vous en prie. Juste des questions. Le fait d'avoir autant de missions orientées sur différents axes, l'accompagnement, la motivation, les prémices à l'enquête et à la poursuite et éventuellement condamnation, est-ce que ça ne biaise pas finalement? Est-ce que ça ne redoute pas certaines personnes de vous séduire?
dans la mesure où, par exemple, des victimes peuvent simplement avoir une information, ont besoin d'aide sans pouvoir forcément livrer une information qui pourrait, à terme, avoir des répercussions sur l'environnement. Vous avez vu, alors attendez, je vais vous remonter précédemment, ne serait-ce que celle-ci, 4000 signalements, demandes, 20 plaintes déposées auprès du procureur de la République. Oui, mais c'est comme la sécurité objective et subjective, c'est-à-dire est-ce que ça n'a pas un effet inhibant chez certaines personnes de fait de se dire que si je livre l'information, si je demande de l'information ou de l'aide, oui, est-ce que je ne suis pas en train de livrer une information qui à terme pourrait avoir un impact? Comme les signalements de maltraitance, un petit peu chez le médecin. Ah, une peur de nous Voilà, demander. Et Non, de parce qu'il y a déclencher ensuite. Non, ce que je voulais vous dire par cet écart, c'est que beaucoup nous interpellent pour des demandes d'avis. On a deux types de formulaires, demande d'avis et signalement. En fait, c'est le même format et on passe d'une demande d'avis à un signalement et inversement. Vous voyez. Donc ça, c'est notre travail de démêler. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant plusieurs années, nous prenons contact systématiquement avec le requérant pour apprécier si derrière une simple demande d'avis, il n'y a pas une problématique plus grave, plus sérieuse qui le concerne, ou si, à l'inverse, à partir d'un signalement, au décours de l'analyse, on se rend compte que voilà, ça, c'est une simple information, vous voyez. Donc les deux, alors je ne sais pas si ça peut être un frein. Moi, ce que je vois, ça fait une dizaine d'années que je suis dans cette mission. Ce que je vois, c'est qu'après avoir atteint un plateau, là, il y a une forte progression pour ces 2 dernières années. Donc, est-ce à dire que la Miviludes est davantage connue? Est-ce qu'il y a plus de soucis, de problèmes qu'avant? Si vous voulez, c'est un pâle reflet de la réalité parce que on a un chiffre, on a un numérateur, on ne connaît pas le dénominateur. Vous voyez, on se retrouve un peu et de ça, les autorités et notre la secrétaire d'État chargée par la citoyenneté qui a dans son portefeuille le CIPDR et donc notre mission est très attentive à ça et a bien conscience des limites en fait de l'observation. Vous voyez, sommes pas un institut épidémiologique d'enquête pour apprécier au mieux, affiner au mieux le risque, le fait sectaire dans notre société. Ça, là, je dirais qu'on a une photographie que l'on peut utiliser pour une comparaison transversale et chronologique au fil du temps, mais ça ne nous donne pas la réalité du phénomène sectaire dans la société française aujourd'hui. On se retrouve un peu dans la situation des phénomènes d'addiction, enfin des addictions il y a une vingtaine d'années, avant la création de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies et avant la mise en place de la MILDECA, anciennement MILD. Vous voyez, on prend ces chiffres-là et ça, on a bien conscience de la limite des possibilités d'interprétation de ces faits. Voilà. Alors après, donc je ne sais pas répondre à votre question, je ne sais pas s'il y a un frein ou pas. Apparemment, là, en tous les cas, il n'y a pas de frein parce que il n'y a pas de frein. Il y en a sans doute, mais peut-être, sans doute, je ne sais pas, peut-être. Mais en l'occurrence, les demandes sont là. Oui. Juste une petite remarque sur ça. Donc, les 5 informations préoccupantes, elles sont parmi les 4000 saisines. Oui. Oui, d'accord. C'est parmi, il y en a eu 5. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 5 situations qui concernent des enfants mineurs. Hein, mais là, c'est parce que ce sont des informations, des situations qui ont nécessité une intervention rapide, parce que là, pour le coup, en termes je veux dire, si on peut agir à la fois vite et de façon peut-être plus efficace, c'est lorsqu'il y a un enfant en jeu. Parce que la protection de l'enfant, c'est une
fort levier d'intervention. Face à un adulte responsable, majeur et responsable, prendre un peu plus de précautions pour savoir s'il est vraiment enfermé dans un mécanisme d'emprise ou si c'est un choix délibéré que de refuser une chimiothérapie parce que, vous voyez. C'est quoi la différence alors entre un choix et une manipulation? Eh bien, la différence, c'est le dévoiement de consentement, c'est-à-dire c'est la perte de discernement occasionnée par un environnement de pression, de technique de suggestion, un petit peu comme si, si on vous dans les techniques, par exemple, d'assujettissement qui sont utilisées, qui sont connues de tous, hein, ces techniques, par exemple, d'affaiblissement, peu de sommeil, peu d'heures de sommeil, le fait d'empêcher quelqu'un de dormir et de récupérer, il y a un état de fatigue. Il y a l'occupation, à l'inverse, des activités ou des tâches répétitives qui n'ont pas vraiment de sens, mais qui empêchent de réfléchir. Parce qu'en fait, c'est ça. Ces techniques d'assujettissement, elles ont pour but d'empêcher la personne de réfléchir. On a comme ça quelques victimes. Une première qui disait au sortir, lors de son déclic et de sa prise de conscience qu'elle était, elle n'était pas libre elle était dans une prison sans barreaux, mais qu'elle n'était pas libre de ses mouvements. C'est qu'en fait, les victimes, on leur donne un kit à penser, à agir, à dire. Et il y a rien de personnel. Il y a beaucoup de discours stéréotypés quand on peut entendre auditionner des personnes victimes. C'est vous voyez. Donc il faut réapprendre à réfléchir par soi-même en fait. Voilà la différence. D'accord. J'ai une question pour le chat. Qui peut juger d'un manque de discernement? Comment vous faites justement C'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile pour la justice de préciser le degré d'emprise. Nous, on fait un pré-tri au regard de nos critères, de ce qu'on peut nous rapporter, de ce qu'on peut nous écrire. Et on reçoit aussi certaines personnes, notamment les proches, mais aussi les victimes, peuvent faire une narration en fait de leur vie. Alors, soit ce sont des témoignages de victimes qui narrent vraiment le processus de mise sous emprise qui passe par cette étape de séduction, puis de déconstruction, c'est-à-dire avec une perte des valeurs de l'individu, des repères de l'individu, pour reconstruire avec les repères et les valeurs du groupe, du prédateur, prédatrice. Pardon, je me suis perdue dans mes explications. En fait, les responsables de l'appréciation. Et au final, eh bien, pour pouvoir poursuivre au titre de cet article 223-15 du Code procédural pénal, c'est le magistrat qui évalue donc à partir de la chronologie de la biographie finalement de la personne ou les témoignages plus la victime, il y a une rupture, il y a un moment donné, il y a un changement de comportement radical, qu'il soit vestimentaire, alimentaire, de mode de pensée. Mais vous, en interne, vous faites une sorte de présélection de préparation des dossiers. Nous n'avons pas non plus de pouvoir judiciaire. On recueille, on entend, on écoute, on oriente, on essaie d'éventuellement d'aller chercher des informations complémentaires par le biais de nos services, des services de l'État, des services partenaires, et on présente ou pas à la justice, voire la victime ou l'entourage peut aussi porter plainte auprès de la justice. Mais c'est pas si facile que ça
il y a des situations qui sont… Il y a une personne qui a levé la main. pardon. Est-ce que vous voulez que je lui donne la parole? Alors, est-ce qu'on m'entend là? Oui. Rudy Chouvel, on peut Oui. vous écouter. Est-ce que vous m'entendez? Je peux peut-être remettre ma caméra déjà. Oui, bonjour. Donc, Rudy Chouel, je travaille à la Fédération hospitalière de France. Je suis directeur d'hôpital et je suis très heureux de vous écouter. J'espère que d'ailleurs, avec la FHF, on pourra travailler avec la Miviludes. J'avais une question parce que bon, j'avais eu à connaître dans mon précédent poste, quand j'étais directeur adjoint, différents sujets en lien avec les dérives sectaires, notamment la CCDH, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme que vous évoquez dans le rapport. Mais ma question correspondait plus justement au sujet sur le manque de discernement et sur la manipulation mentale. Il y a de récents arrêts, là il y a eu des articles dans la JDA sur notamment la poursuite de soins, notamment les transfusions. Et là, la question que je me pose, parce que c'est une question que concrètement on se pose tous, enfin en tout cas dans la profession, c'est où s'arrête et où commence la manipulation mentale. C'est un peu ce que disait la présente personne, et notamment quand ça concerne des enfants. Typiquement, on refuse des transfusions. Enfin, quelqu'un qui est en train de mourir refuse une transfusion, a noté dans ses directives anticipées qu'il refuse une transfusion. Est-ce que c'est de la manipulation mentale? Parce que c'est quand même quelque chose qui paraît aberrant. Enfin, désolé pour le jugement de valeur, mais c'est quand même quelque chose qui peut paraître aberrant. Et dans la mesure où ça concerne un adulte, on peut effectivement laisser comprendre, en tout cas essayer. Par contre, si ça concerne un enfant, des parents qui refusent des transfusions pour les enfants, c'est quand même pas si fréquent, mais ça arrive. Là, est-ce que c'est quelque chose qui doit être signalé? Parce que là, bon, ça concerne quand même quelqu'un qui est mineur. Et ça, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il faut signaler à la Miviludes? Est-ce qu'il faut signaler même, pourquoi pas, un article 40? Voilà. Donc, désolé pour la question un peu longue. Non, je vous en prie. Oui, il y a dans le code, et je crois qu'il y a des arrêts enfin, il y a de la jurisprudence qui différencie effectivement les situations des majeurs des mineurs vulnérables de fait par leur situation. Et il y a, lorsqu'on ça concerne des mineurs, que ce soit enfin, la principale, ce qui me vient premier à l'idée, c'est la cellule de recueil d'informations préoccupantes. Lorsqu'il y a une suspicion de mise en danger d'un enfant, on se retourne vers la CRIP, justement pour qu'il y ait une recherche, une enquête d'environnement, pour essayer d'apprécier la situation au plus près. Alors, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question. Après, voilà, tout dépend des situations, mais on peut alerter, on peut saisir la mission pour des demandes d'avis et pas seulement pour intervenir. On a l'habitude d'ailleurs de demander au requérant ce qu'il attend de nous, hein, de la mission. Et ça peut être une simple demande d'avis. On peut alerter par rapport à quelque chose qui paraît peut-être peu en regard avec des pratiques professionnelles ou des bonnes pratiques ou des codes de déontologie. On peut alerter les ordres ou l'agence régionale de santé. Tout dépend du cas de figure. Mais vous m'avez dit que vous étiez directeur d'hôpital, ça, ou directeur Oui. Je suis en détachement à la FHF, à la Fédération hospitalière de… D'accord. Et alors, il y a effectivement ce que je voulais évoquer là, après, dans cette deuxième partie sur le secteur de la santé. La santé, il y a trois types de possibilités. Il y a ces pratiques de soins non conventionnels qui sont pas toutes à jeter, c'est pas haro sur ces pratiques de soins non conventionnels d'ailleurs en tant que telles, hein. C'est plus sur ce qu'on en fait, enfin ce que l'utilisateur, l'intervenant fait, quelle est son intention derrière, pourquoi il utilise ça, pourquoi il a recours à ça et à quelle fin. Voilà. Il y a les formations professionnelles, y compris donc au sein
au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux. Mon collègue est récemment intervenu là, dans une session régionale de l'ANF, de la formation hospitalière, NFH. c'est ça, oui, oui, me semble-t-il, en Normandie, parce qu'il y a aussi des tentatives, des velléités d'introduire parfois ou des pratiques ou des formations, y compris dans les hôpitaux, parce que quoi de mieux pour avoir une légitimité, pour asseoir, pour donner une caution, en plus médico-scientifique, à une pratique qui n'a pas nécessairement été évaluée par ailleurs, mais qui se retrouve à l'hôpital. Et donc, c'est très, très intéressant pour ces praticiens. Donc, on n'a pas la vigilance de ces. Il y a à la fois, vous verrez peut-être sur notre site santé, on a certes les rapports d'activité, mais on a des guides aussi techniques. Là, le guide santé est en cours de révision, enfin de mise à jour. Et puis, on a un guide qui est qui était dédié plutôt aux directeurs d'établissements médico-sociaux, mais qui pourrait, notamment par rapport aux situations de dérive sectaire chez les personnes âgées, mais qui peut tout à fait je pense, se décliner, en tous les cas en partie, pour les hôpitaux. C'est un guide à la fois de conseils, d'aide au repérage, avec une grille d'évaluation des risques, et puis des petites fiches pratiques. Vraiment, c'est des fiches pratiques en fonction de l'appréciation de l'état des points éventuellement d'entrée possibles ou des risques possibles, de pouvoir pallier, de trouver des solutions, des modérations, pardon, oui, il faut que j'avance, sur la prévention des risques des dérives sectaires en établissement. Il y a aussi, puisque sans doute vous en venez, il y a l'école des hautes études en santé publique qui, sous notre impulsion, il y a quelques rapports, mémoire d'étudiants, notamment sur la prévention au sein des établissements de santé, notamment en termes de formation, des formations professionnelles des professionnels de santé, notamment d'établissement aussi. Enfin, il y a des lectures comme ça intéressantes, mais je pourrais faire passer. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que les établissements seront intéressés, même si on peut faire un webinaire, y compris avec l'Institut Droit et Santé. Je pense que les établissements seraient, à mon avis, très intéressés j'ai à la fois ce langue juridique, moi auquel je tiens beaucoup, et aussi, voilà. En tout cas, on reste en contact. J'arrête de monopoliser. Merci en tout cas. Merci. Alors, donc je reviens au champ de la santé, qui est un champ quand même qui est ancien, bien connu des grands mouvements, y compris, je vais peut-être accélérer, je vais faire court, hein, mais que ce soit l'ordre du Temple solaire, qui était co-fondé par un médecin homéopathe, Luc Jouret, les dimensions guérisseuses de la scientologie, de Ron Hubbard. Voilà, c'est une porte d'entrée, un produit d'appel, je dirais, qui est très très accessible et très fructueux en fait pour les initiateurs, parce que là on est face à des personnes qui sont de fait en situation de vulnérabilité, soit par rapport à leur pathologie aiguë ou chronique, soit par rapport à leur difficulté d'être ou de mal-être dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, etc. Donc, face à la maladie et aux difficultés, on joue sur l'exploitation des peurs, sur des promesses ou des croyances de baguette magique, hein, de remède miraculeux. C'est la petite pilule bleue pour que toutes les peines du monde, quelles qu'elles soient, s'évanouissent. C'est ça qui est proposé souvent. C'est quelque chose qu'il faut aussi entendre, que c'est un état des lieux qui est ancien, mais beaucoup de
beaucoup de Français sont recours aux médecines dites alternatives. Hein. L'offre a explosé, mais la demande est grande. Donc, il faut aussi comprendre. Alors, c'est sans doute multifactoriel, c'est sans doute des certifications médicales peut-être, une médecine qui a été pendant technicisée à l'extrême et peut-être devenue un peu froide. Voilà, il y a peut-être une médecine un peu trop compartimentée, et puis il y a aussi le besoin de trouver un sens, qui ne s'est pas questionné à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Enfin, vous voyez, et puis il y a la façon d'annoncer lorsque ça concerne la santé de la personne. Voilà, il y a de multiples causes qui expliquent que l'intérêt, en tous les cas, de notre concitoyen très fort pour ces pratiques de soins. Il y a aussi en termes de santé mentale, hein, la peur peut-être d'aller voir le psychiatre, le psychologue, le psychothérapeute, et que finalement des personnes qui se proposent de traiter votre mal-être, ou de vous écouter en tous les cas, de vous apporter une solution pour que vous alliez mieux, pour que vous soyez plus performant, pour que voilà, la vie soit plus belle, plus rose. Et ça fait un petit peu moins peur. Et puis, il y a surtout la force de persuasion de ces individus. C'est pour ça que je vous parlais d'intentionnalité, parce que toutes les pratiques de soins non conventionnels ne sont pas à jeter, loin s'en faut. Certaines sont même il y a recours, y compris dans certains services hospitaliers ou dans certains secteurs, y compris en cancéro, en cardiologie. Il y a des choses intéressantes. C'est simplement qu'il faut que ce qui ne va pas, si vous voulez, avec ces pratiques-là, ces offres-là, finalement, elles deviennent dangereuses par l'utilisation que le protagoniste en fait. Vendre une vérité, enfin un remède miracle, c'est malhonnête. Enfin, voilà, si on avait la solution à toute forme de maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, physique ou psychique, ça se saurait. Il n'y a pas de remède miraculeux, caché, secret, caché dans un tiroir. Vous voyez, donc c'est ça. Ça peut, et parmi ces pratiques, certaines peuvent vraiment accompagner, aider à supporter. Qu'elle soit encore une fois physique ou psychologique. Ça on va pas le passer. Ouais, hein, je pense d'ailleurs en fait dans les pratiques que vous évoquez qui peuvent sembler bonnes mais néanmoins potentiellement dangereuses. Quid de l'hypnose? Est-ce que l'hypnose a été évalué? Vous voyez, il y avait au sein du ministère de la Santé, et ça va être remis au bout du jour. Il y a un groupe d'appui technique qui était chargé d'évaluer les pratiques de soins non conventionnelles prometteuses comme celles qui étaient plus dangereuses. Et l'hypnose, il y a eu un gros rapport bibliographique. Alors, c'était une évaluation à partir de littérature grise, de publications lorsqu'il y en avait, et donc de l'unité INSERM là, qui était en charge de cette évaluation, et montrait que dans certaines, elle était conseillée dans certaines indications. Ça permettait de limiter la charge d'anesthésie ou de dentalgie pour la douleur. Voilà, il y a quelques indications, mais c'est pas la panacée. C'est pas pour tout. Voilà. Donc c'est un peu qu'on constate plus de dérives dans cette pratique de l'hypnose, parce que les mérites de l'hypnose en santé aujourd'hui, je pense qu'ils sont assez ils sont connus, enfin le rapport d'INSERM, ils sont encore en ligne. Et est-ce que particulièrement dans ce contexte-là, on a des dérives ou pas plus spécialement? Quelques dérives, mais en fait, dans le secteur de la santé, enfin, il y a des registres particuliers. L'oncologie, voilà, tout ce qui tourne autour du cancer, là, il y a des dérives vraiment majeures. Il y a dans tout ce qui tourne autour de la périnatalité aussi, la fragilité à la fois de la maman, de la femme enceinte, de la maman, du nourrisson, tout ça aussi, c'est assez la nutrition, mais je dirais que et aussi ces infections de longue durée, toutes ces pathologies chroniques qui parfois lassent.
je veux dire, c'est difficile hein, d'être quand on est diabétique, insulinodépendant, et que on entend et qu'on voit des vidéos, qu'on entend des interventions où on finit l'insuline et un bon régime alimentaire va mettre fin à tout ça. C'est tentant. On peut être lassé de prendre un antihypertenseur tous les jours, que ce soit une fois, deux fois, trois fois aussi. Enfin, vous voyez, c'est aussi toutes ces pathologies chroniques. Et puis, voilà, pardon. Donc, c'est le secteur en fait de la médecine classique, où soit est absente, soit ça se révèle souvent insatisfaisant, enfin, l'oncologie. On finit par être insatisfaisante parce que l'oncologie, il y a quand même eu d'énormes projets. Enfin, je vous invite à aller voir le site de l'INCa. Enfin, je veux dire, il y a eu de réels progrès. Bien sûr qu'il y a des attentes, et notamment par rapport à certains types de cancers. Bien sûr, tous les cancers ne sont pas traitables et on ne peut pas attendre parfois une survie ou une guérison, enfin, c'est pas une guérison, mais de pause, on va dire, de rémission avec la même probabilité pour tous les types de cancers. Oui, c'est vrai. Oui, Et ça montre aussi en relief. La sclérose en plaques, oui. Dans les troubles aussi du neurodéveloppement, vous voyez, autisme, etc. Il y a aussi beaucoup de propositions, hein, parce que les parents aussi sont un peu parfois démunis, exaspérés, épuisés. Donc, c'est ce que l'on dit, c'est juste attention, vendeur de rêve, quoi, de miracles. Oui, prendre, voilà, accéder à quelques béquilles, à se faire du bien. Mais alors après, voilà, c'est ne pas croire à l'incroyable, ça, c'est tout le monde est susceptible de croire à l'incroyable à un moment donné. Hein. Donc là, c'était parce que ces différentes pratiques de soins non conventionnels, on les retrouve de plus en plus. Donc sur Internet, bon, voilà, si vous avez un souci, vous tapez votre problème et vous trouvez les solutions. Mais aussi le développement des salons de bien-être, médecine douce, zen, etc. Ça, c'est assez c'est assez courant. Donc il y avait, mais bon, on ne peut pas les entendre, mais il y avait à la fois quelques réflexions sur le mode humoristique et sur le salon bien-être de la Porte de Versailles, et puis sur vraiment ce qu'on peut constater dans un salon bien-être, y compris en province, mais il n'y a pas que dans les... Enfin, c'est partout. Avant, le salon bien-être à Paris, il y a 10 ans, c'était 2 fois 2 jours. Hein. Là, c'est 2 fois une semaine. Je vais passer aussi. Je voulais revenir, pardon, sur non, c'est pas ça. Pardon. Sur sur Internet et des annuaires thérapeutes, etc. Je sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Bon, on va arrêter. Et puis il y a aussi la question des maisons. Alors il y a les maisons médicales. Et puis parfois, il y a, faute de professionnels de santé, etc., des regroupements qui peuvent induire le trouble ou en tous les cas créer de la confusion dans l'esprit des personnes entre qui sait différencier un professionnel de santé d'un non professionnel de santé. Vous avez une plaque dorée. Pour peu que vous exerciez dans le même environnement, voilà, c'est donc que c'est reconnu, vous voyez. Ça apporte là aussi encore une reconnaissance, etc. Donc j'insiste bien pour dire que toute dérive thérapeutique n'est pas forcément sectaire. C'est pas parce que voilà, on peut se faire piéger, escroquer, ça peut être une pratique commerciale trompeuse, mais c'est pas nécessairement n'est pas nécessairement mis sous emprise. Voilà, lorsqu'on fait le choix d'une pratique de soins non conventionnels, hein, c'est pas ça. C'est simplement une porte d'entrée assez favorisante, assez favorable. Et elle devient cette dérive thérapeutique. On peut d'abord, la dérive thérapeutique, c'est par rapport à une norme,
est adopté par la communauté médicale, etc. Et donc, lorsqu'on s'écarte de la norme, donc il peut y avoir des écarts à la code de déontologie, des bonnes pratiques professionnelles, ne pas respecter les connaissances acquises pour mettre en œuvre un traitement, etc. Mais au-delà de ça, c'est lorsque elle consiste en fait à faire ce cheminement-là, faire adhérer le patient à voilà quelque chose d'irréel, de magique, et qui peut pas exister, qui contribue à l'endoctriner et là où elles sont dangereuses, c'est lorsqu'elles le font rompre avec la médecine, avec sa prise en charge médicale, s'il y en a une, c'est le classique, voilà. Ou par l'absence d'un recours à une consultation médicale, parce que finalement, bien, mon praticien m'a dit qu'il valait mieux que je continue à observer le ciel ou à boire des jus de fruits. Enfin, oui, voilà. Donc voilà, elle devient à caractère sectaire lorsqu'elle s'accompagne toujours de ce même mécanisme. Donc dans le champ de la santé, s'il y a, je vous dis, la mise en œuvre de ces pratiques à risque, il y a la formation, c'est ce que en répondant à Monsieur Chouvel tout à l'heure, et puis l'infiltration du système de santé aussi, en intervenant, en entrant comme ça, en mettant un pied dans un établissement. Alors, parmi les pratiques les plus s'il y a des points. Ah, voilà. S'il y a des pratiques de soins, Oui, ah, voilà, c'est ça, oui. Oui, voilà. Il y a des pratiques de soins non conventionnelles, il y en a oui, je voudrais celle-ci, voilà, pardon. Voilà, c'est ça. Parmi les pratiques de soins non conventionnelles, la majorité d'entre elles ne sont pas par essence même dangereuses, hein. C'est encore une fois la manière dont on s'en sert qui peuvent les rendre vraiment particulièrement dangereuses. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle les psychologisantes, c'est une fausse, enfin voilà, c'est celles qui en fait contribuent où le praticien contribue l'intervenant contribue à culpabiliser, à faire culpabiliser le patient. Si tu ne suis pas mes conseils, tu ne pourras pas guérir. Si tu n'abandonnes pas ton traitement, ta chimio, tu ne pourras pas, ma méthode à moi ne pourra pas fonctionner, donc ce n'est pas ma méthode qui n'est pas bonne, c'est toi qui ne suis pas correctement la méthode et tu ne suis pas correctement les règles que je t'indique. Donc c'est en ça où et parmi celles-ci, c'est la biologie, la nouvelle médecine germanique dite méthode Hammer, qui consiste à convaincre le patient que en fait en l'occurrence c'est souvent un cancer, le cancer n'est pas d'origine physiologique, c'est lié à un stress, un choc traumatique émotionnel important, et donc la chimiothérapie ne peut fonctionner. D'ailleurs, il prétend même que ça ne fonctionne que dans 2,2% des cas, enfin, voilà, et que ce ne sont que par des séances de pseudo-psychothérapie qu'on libère ce stress, ce traumatisme émotionnel, et qu'on se libère donc de la pathologie. Et donc et avec des sites, vous voyez, qui sont un peu, qui viennent, pardon. Vous voyez, c'est parce que là, c'est lecancer.info, ça c'est la méthode Hammer, et derrière, c'est le site officiel de l'INCa, de l'Institut national du cancer. Voilà. C'est c'est pas le-cancer.fr, là c'est i-cancer.fr. Donc ça va se nicher jusque là. Derrière cette méthode Hammer, etc., il y a eu des fidèles, hein, des adeptes du fameux docteur Hammer qui est décédé depuis, mais sa méthode continue, tel que cet ancien docteur Sabat, monsieur Sabat, qui avait été condamné en 2015 comme vous le voyez, à 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende pour avoir incité l'un de ses patients atteint d'un cancer à interrompre son traitement faute de soins appropriés. Il est décédé, ce monsieur, dans des conditions pas... Et donc, sa veuve a porté plainte. Il a été inculpé pour publicité mensongère parce que il n'a été retrouvé, après, c'est difficile de mettre en évidence le lien de cause à effet entre les dires d'un prescripteur, qu'il soit reconnu ou non reconnu, et le décès d'une personne. Voilà.
Donc là, on a retrouvé un écrit, donc il prétendait traiter le cancer. Et voilà. Je dis, l'oncologie est un secteur qui est particulièrement touché. Et donc là, il y avait une étude intéressante qui avait été publiée en 2018 qui montrait que sous médecine alternative, il y avait une nette perte de chance par rapport au recours de la médecine classique. Sur la médecine, enfin, je veux dire en santé mentale, il y a aussi certaines pratiques qui allient ces fausses, qui fonctionnent avec l'induction de faux souvenirs. Ça marche beaucoup avec les pseudo-psychothérapeutes où si vous venez voir, donc vous n'allez pas voir le psychologue ou le psychothérapeute, mais vous pensez que le praticien que le pseudo-psychothérapeute ou le psy-praticien a une formation qualifiée, que même s'il est enregistré comme hors activité réglementée, eh bien voilà. Et certains vont jusqu'à expliquer la cause du mal-être de leur client par l'injonction finalement de faux souvenirs, souvent mais vous êtes sûr que vous n'avez pas subi de violence pendant votre enfance, qu'il n'y a pas de relations incestueuses dans votre famille, etc., qui expliquerait la cause du mal-être de la personne qui vient le voir. Voilà. Ça, c'est assez destructeur. C'est destructeur tout court pour les familles parce que on sait bien que ce sont souvent des enfants adultes, donc qui ressortent un peu perturbés, qui vont jusqu'à porter plainte contre leurs propres parents. Enfin, ce sont des histoires vraiment plus que douloureuses pour tout le monde. Voilà. Et il y a aussi, ça c'est très tendance. Vous me demandez ce qui était tendance, voilà, je savais bien que je vous avais pas entièrement répondu. Il y a les radicalités alimentaires d'une part, et puis il y a tout ce qui tourne effectivement autour de la périnatalité, les versions plutôt ce qu'on a mentionné dans notre rapport, tout autour du gynécée féminin, le féminin sacré. Il y a eu encore des articles récents sur la prise en charge de l'endométriose, qui là aussi c'est une pathologie pour les femmes qui est vraiment on n'arrive pas, il n'y a pas de solution miracle, etc. Et certains prétendent, apporter la solution à ces femmes par des réunions, des séjours, des séminaires dans la nature, compris des temps de sudation, etc. Enfin bon, voilà, par des pratiques qui sont irréalistes, mais qui font croire à la possibilité de se débarrasser de cette souffrance hivernale. Donc, les radicalités alimentaires, c'est vraiment très, très à la mode. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Tous les prescripteurs de régimes à base de fruits, de légumes, qui traitent du bouton de fièvre, au sida, en passant par le cancer du poumon et l'entorse de la cheville. Voilà, c'est la force aussi de conviction de ces personnes. Le véganisme avec les risques de carence, notamment pour certains patients de pathologies. Et puis alors jusqu'au bout, le jusqu'au boutisme, c'est le respirianisme, la nourriture pranique. Ça nous vient d'Australie, en fait, la créatrice de ce mouvement, ça se prénomme Jasmine. Elle a disséminé un peu partout dans le monde. Il y a quelques personnes qui sont mortes d'avoir évidemment suivi jusqu'au bout ce régime, qui n'en est plus un, puisque là c'est air et lumière, donc voilà, ça c'est limite. Plus le rejet des médicaments qui vient conforter. Et puis il y a d'autres pratiques qui sont presque passées dans on voit assez, je pense que voilà. Alors aller faire une séance, vous voyez, rencontrer un maître Reiki,
avoir sorte d'apposition des mains à distance pour a priori réguler votre énergie au même rythme que l'énergie universelle. Sur des passeurs d'énergie, c'est un peu comme ça qu'ils se présentent, voilà. En tous les cas, c'est pas dangereux comme ça. Après. Donc c'est après ce qu'on en fait, encore une fois, c'est l'interprétation que c'est pas le Reiki qui est en soi une dérive sectaire, c'est ce qu'on va en faire. Ça dépend ce que ça dépend ce que l'instigateur vend derrière. D'accord. Parce que ça fait du bien de se relaxer, d'être allongé dans une lumière tamisée, peut-être d'avoir senti quelqu'un. Enfin voilà, ça fait partie des techniques. Peut-être qualifiées de relaxation. La kinésiologie aussi, hein, à partir d'un test musculaire, c'est absolument pas des méthodes invasives. C'est en fonction de la façon dont vous répondez au kinésiologue, eh bien, voilà, il va repérer, identifier l'origine du mal. Mais souvent, et surtout, enfin, il y a déjà ça plusieurs années, mais c'était souvent lié à d'autres formes, d'autres pratiques, et notamment avec une dimension très hygiéniste, donc des pratiques alimentaires très carencées, quoi, très radicales. Il y a eu un décès d'enfants à la suite de ces pratiques par ses parents. Ah oui, voilà, ça c'est fini, c'est ça. Donc non, pardon, oui, j'ai pris trop de temps. Donc la formation, oui, c'est une cause c'est ce que j'avais dit à monsieur, donc une cause d'entrée, enfin d'infiltration, voilà, et aussi de percolation, de diffusion de ces méthodes. Hein. Généralement, les soignants, enfin les praticiens, ils ont la méthode et puis ils offrent le soin, enfin ils offrent, c'est payant en principe, et puis ils vous proposent aussi la formation. Alors, il la propose, voilà, pour diffuser, hein, et puis surtout, ça fait des royalties, voilà. Et enfin, les pratiques de soins non conventionnels, ce que je vous disais, voilà, toutes ne sont pas reconnues, toutes ne sont pas à jeter. Il faut juste savoir, voilà, s'en tenir lorsque le praticien s'en tient à son périmètre de compétences. Il y a pas de souci. Il s'agit pas de jouer à l'apprenti sorcier, mais de venir en complément. C'est pour ça que le terme alternatif, pendant longtemps, à la Mévinute, chez nous, il était un peu péjoratif parce que c'était dans le sens exclusif. Alors qu'une pratique de soins non conventionnels, tout à fait, bien sûr. Voilà. Et les signaux, eh bien, les faits, voilà, qui attirent notre vigilance, hein, c'est ces discours-là de détention de vérité. Vous voyez, il y a une vérité unique qui ne permet pas, qui n'autorise pas la contradiction. Voilà, ça ne se questionne pas. C'est une méthode, voilà, elle n'a pas besoin de faire ses preuves. Et c'est tout ce qui détourne le patient donc d'un traitement, donc tout ce qui est exclusif, hein, alternatif exclusif, détourne le patient d'un traitement approuvé, sans remettre à des solutions miracles. C'est des consultations onéreuses, en ligne ou pas en ligne d'ailleurs. Parfois, c'est la première séance gratuite, et puis après, vous prenez un forfait de 10 séances, payable d'avance. C'est l'achat aussi, ces pseudo-dispositifs médicaux, de produits inefficaces qui se présentent comme tels. Et puis, dans le développement personnel, j'ai fait un peu l'impasse, mais les demandes de reconversion professionnelle, oui, voilà, là, ça fera l'objet d'une deuxième. Voilà. Donc, il faut, lorsque vous naviguez sur des sites, vous voyez, il y a des langages, ils aiment mélanger le langage un peu savant, scientifique, quantique, énergétique, vibratoire, médecine quantique. Vous voyez, ça n'existe pas, médecine quantique, il y a la physique quantique, il n'y a pas de médecine quantique. L'énergétique, les vibrations, voilà, la mémoire cellulaire, la régénération, cellulaire, je sais plus comment, enfin, il y a encore d'autres termes, des témoignages qui sont souvent dithyrambiques sur certains sites. Il n'y a jamais là, c'est pareil, il n'y a pas de recueil d'événements indésirables, hein,
il y a pas une pharmacovigilance titrée, puisque voilà. Donc ça n'est pas tourné là, pardon. Ah, pardon. Il y a aussi, voilà, sur quoi se base ce socle, un petit peu le discours du personnage, souvent charismatique, voilà, avec un dénigrement. Voilà, il y a danger, il y a suspicion quand il y a un dénigrement fort de la médecine, tout simplement, et puis des descriptions plus ou moins farfelues, des appareils à visée thérapeutique ou de diagnostic non évalués. Il faut se méfier aussi de diplômes inconnus, hein. Il y a beaucoup de docteurs en parasciences, en méta quelque chose, psychopraticiens, vous voyez, psychothérapeutes, ça c'est un petit peu pour détourner l'encadrement du titre de psychothérapeute. Et puis il y a aussi des professionnels de santé qui dérivent, qui dévient. Ça, il y a des sanctions disciplinaires, ordinales, mais aussi après judiciaires. Pour les non-professionnels de santé, finalement, c'est voilà, il y a l'exercice, des suspicions d'exercice légal de la médecine, de la pharmacie, enfin de toutes les professions réglementées. Et puis il y a voilà, se méfier donc de cette panacée universelle, de ce culte du secret, hein, de cette urgence aussi à décider, à choisir, pour encore une fois ne pas laisser le temps à la personne de réfléchir. Vous voyez, c'est pas rentrer chez vous, prenez votre temps, discutez-en avec votre entourage, votre famille. Non, c'est tout de suite maintenant. Il y a urgence et n'en parlez pas, elle ne pourrait pas comprendre. Voilà, c'est de ça dont il faut se méfier, de cette association soins-formation dont je vous parlais. Vous savez plus très bien si vous allez chez la personne pour être soigné, pour suivre une formation, pour donner une formation pendant votre soin. Enfin, voilà. Et puis, oui, ce risque d'entrisme hospitalier via la formation professionnelle. Donc, c'est des questions que vous pouvez retrouver sur notre site, dans notre guide aussi. Voilà, lorsqu'il y a un peu trop de critiques, un peu trop de révélations bouleversantes, bouleversifiantes. Et surtout, ça rejoint la mise en garde sur le culte du secret, etc. Voilà. Donc, c'est important de ne pas laisser la personne s'isoler. C'est important quand on se questionne, quand on a des doutes, d'en parler, de se demander. Voilà, vaut mieux discuter. Ça ne conduit pas nécessairement à une plainte, vous voyez, à une dénonciation. Il n'y a pas question de dénoncer. C'est juste, on s'inquiète, on se demande, on s'interroge, on en parle, faut en parler à plusieurs. Parce que chacun ne voit pas toujours la même chose, n'entend pas toujours la même chose non plus. Et voilà, ça c'est sûr, c'est le guide qui est en cours de révision, d'actualisation, de mise à jour. Un guide pratique aussi avec des fiches. Et puis le site du ministère de la Santé aussi. Il y a une page dédiée aux pratiques de soins non conventionnels, c'est juste après notre guide. Voilà, mais si vous tapez ministère de la Santé, PSNC, vous tombez sur cette page. Sur cette page, il y a aussi un certain nombre de fiches d'informations destinées au grand public sur les pratiques dangereuses, sur les pratiques qui ont été évaluées comme l'hypnose. Voilà. Et puis, ben voilà. Eh ben, merci beaucoup, Madame Guetignol. Ça, c'est voilà pour notre site et notre adresse. Je suis désolée parce que je vous ai pas laissé le temps d'intervenir, de poser des questions. Il y a eu des questions, il y a eu des réactions. Oui, et sur la deuxième partie, voilà. Non, mais merci je suis encore pour tout cet éclairage.
C'est vrai que ça permet de bien prendre conscience, en fait. Et moi, enfin, à titre personnel, je trouve que ce que je réalise, en fait, c'est que je suis confrontée peut-être à des dérives sectaires de manière indirecte pour aller consulter la personne énergéticienne où elle C'est va forcément sectaire, hein, attention. Oui, oui, hein, oui. hein. Mais justement, est-ce que C'est bien dit, hein, on va- toutes les dérives thérapeutiques de mais parfois, j'ai l'impression qu'en fait, le pseudo-patient lui-même, on va pas lui demander de l'argent, mais que on est confronté peut-être à des professionnels qui sont déjà peut-être un peu partis, eux, Oui. et on peut être touché de manière indirecte, en fait. Oui, C'est tout ça à fait. Et c'est pour ça que c'est, en tous les cas, pour les professions de santé qui sont encadrées, c'est important d'appeler, d'alerter les ordres non pas pour une sanction, mais vous voyez, pour un entretien confraternel, parce que peut-être que le professionnel qualifié est peut-être en dérive parce C'est que ça. il a des problèmes lui-même et que c'est pas une volonté, vous voyez, donc c'est bien d'entendre, c'est pas il y a bien coordination pour des actions de prévention et de répression. Mais on est dans la santé. On va discuter du droit de saisir à travers ces catégories, ces phénomènes-là. Parce que, en tant que pénaliste, j'ai envie de dire, plus ou moins, caricature, mais énormément de gens peuvent tomber sous l'abus de faiblesse, enfin, on voit Oui, sur ce type de pratique charlatanesque. Oui. Beaucoup de gens sont là-dessus, ils sont pour l'instant avec des conséquences dommageables, donc c'est même pas l'acte matériel qui est grave. Oui, c'est la conséquence, mais c'est quoi le grave quand on sait qu'on met l'accent sur le bien-être de l'enfant, par exemple. Donc là, quelque part, j'ai envie de dire, on voit bien les limites du droit, en tout cas. Oui. C'est limite des moyens, finalement, des qui poursuivent et qui condamnent, qui évitent les dérives. C'est pour ça que très souvent, enfin, quand même, nous avons recours au droit commun, vous voyez, si vous voulez, c'est une fraude, une escroquerie, voilà, mais l'abus de confiance, ça se qualifie plus sans doute, hein, pour ce que vous êtes plus. Mais sont difficiles à mobiliser et à mettre en œuvre. D'ailleurs, chaque fois, vous faites des faisceaux d'indices. Hein, bien sûr, faisceaux d'indices, et je vous ai dit au tout début, c'est à plusieurs, vous voyez, avoir différents regards sur la chose, c'est ce que l'on dit aussi lorsqu'on se déplace là, dans les préfectures, etc. Il faut regarder ça vraiment à plusieurs yeux, plusieurs regards, plusieurs professions aussi, ou formations, vous voyez, faut chacun y voit. Mais je pense que c'est une difficulté alors, pour les gens de savoir à partir de quand on franchit la limite. Mais pour les gens, pour les personnes qui ont quelqu'un qui sont inquiets pour un entourage qui a changé du tout autour, vous voyez, du comportement, ça c'est interpellant. Donc, si vous voulez, ils savent pas nécessairement d'où ça vient, etc. Et je recherche des explications. On peut en trouver avec eux lorsqu'ils nous contactent. Après, on n'a pas non plus la baguette magique, on ne l'a pas non plus. Hein, mais peut trouver là pour le coup des alternatives, pour détourner, pour dévier, pour retenir l'autre, lui tenir la main et peut-être le ramener, récupérer justement, vous voyez, sa capacité de discernement, c'est ça. On va être obligé, je vous remercie, de mettre fin à cette manifestation, à cet entretien droit et santé. Donc, un grand merci, Madame Gatineau, pour votre éclairage et cet exposé très riche. Et puis, merci à ceux qui étaient en présentiel et en distanciel. Et alors, pour les prochaines manifestations, nous n'avons pas encore véritablement beaucoup de dates de fixées. Des projets sont en cours. La seule date que je peux vous annoncer, c'est un colloque le 13 janvier 2023, donc sur la loi, les 20 ans de la loi Abou. Donc ça, c'est une toute autre logique sur l'assurance responsabilité civile médicale et la prise en charge des infections nosocomiales. Mais je ne doute pas que nous aurons d'autres manifestations qui seront calées avant cette date. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le site de l'Institut Droit et Santé. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie.